Donc bonjour à tous, chers élèves de Master Prépa. On se retrouve aujourd'hui justement pour la correction de l'écurie du 1 que vous avez à faire jeudi chez vous. On va détailler chaque question pour avoir la correction la plus complète possible et ainsi vous donner les meilleurs éléments de réponse. Donc pour la première question qui concernait les glucides. L'item A, qui stipule qu'on retrouve le glycogène chez l'animal et l'amidon chez les végétaux, c'est un item classique du cours, en tout début de cours, cette phrase il faut l'apprendre. Et ça tombe régulièrement en anal, faites attention. L'item B. Les glucides, attention, ne sont pas des atomes. C'est pourquoi cet item est faux. Ce sont des molécules organiques. Attention à cette subtilité relativement importante et à un piège à ne pas tomber justement dans les annales. L'item C, qui stipule que certains glucides sont à la fois des cétones et des aldéhydes. Faux, c'est faux. Les glucides ne peuvent pas être à la fois des cétoses ou des aldéhydes. Ils sont soit des cétoses, soit des aldéhydes, mais ils ne peuvent pas être les deux à la fois. L'item D, c'est une phrase classique du cours. C'est un peu de l'histoire. Ils étaient appelés autrefois hydrates de carbone. Ça, c'est à prendre. Il y a rien d'important à souligner sur cet item. L'item E, les aldoses sont plus réducteurs que les cétoses. Cet item, il est vrai. En effet, les aldoses, ils sont plus réducteurs, car leur groupe, justement, aldéhyde, CHO, est plus facilement oxydable que le groupe cétone, CO, double liaison. Cela permet aux aldoses de donner plus facilement des électrons dans une réaction de réduction. En revanche, les cétoses avec leur groupe cétone sont moins réactives et moins susceptibles d'être oxydées. Voilà pourquoi les aldoses sont plus réducteurs que les cétoses. Donc, la combinaison était ADE. Pour la question 2, les bonnes réponses étaient A, C, D et E. L'item A est en effet vrai. La néoglucogénèse se fait dans 3 compartiments. La mitochondrie tout d'abord, le réticulum endoplasmique et le cytosol. Attention, grosse subtilité à ne pas confondre avec la glycolyse qui est exclusivement cytosolique. L'item B. Donc l'item B était faux. La néoglucogénèse permet la synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques. Attention, c'est vraiment très important à comprendre. Tous les dérivés glucidiques synthétisables pour l'organisme, ils sont produits à partir de glucose, qui provient de l'alimentation ou de la néoglucogénèse. Exemple, lactate, pyruvate, glycérol, acide amité et les glucoformateurs comme l'analine, etc. L'item C, il était vrai. Donc l'oxaloacétate mitochondrial est réduit en malate, sort de la mitochondrie, puis est réoxydé en oxaloacétate par la malate déshydrogénase cytosolique. Cette interconversion justement réversible est catalysée par des malates déshydrogénases mitochondriales et cytosoliques. L'item D, il est vrai lui aussi. En effet, la glucose 6-phosphatase est une enzyme liée à la membrane du réticulum endoplasmique. Pas mitochondrial, attention. Son abondance, justement hépatique, participe au rôle majeur du foie en néoglucogénèse avec d'autres facteurs, le métabolisme glucidique, le stockage du glycogène. Et enfin, l'item E, il est vrai, car la néoglucogénèse ne produit à aucun moment de l'ATP, cependant elle en consomme, mais aussi du GTP. Donc on passe maintenant à la question 3, où la combinaison était ADE. En effet, l'item A est vrai, car la deuxième étape de la glycolyse, qui transforme le glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate, est catalysée justement par la phosphoglucose isomérase, qui est aussi appelée phosphoexose isomérase, ou PHI. Le cycle de la glycolyse et la néoglucogénèse est très importante à savoir et fait l'objet des questions récurrentes au concours. Donc
ces deux cycles, ils sont très importants à savoir. Le prof, il insiste beaucoup, beaucoup en cours. Et c'est vraiment pas à négliger parce que ça peut vraiment tomber au concours. Comme des molécules avec bêta 1,4, comme vous avez vu dans le cours. Ça peut vraiment tomber, donc faites attention à ces schémas-là. L'item B, il est faux. En effet, la troisième étape de la glycolyse, elle est irréversible et pas réversible. Ça, faut l'apprendre. Comme je vous l'ai dit, le cycle, c'est par cœur qu'il faut apprendre. Comme la glycolyse, comme la déglucogénèse. L'item C, donc la quatrième étape de la glycolyse, conduit à la formation du fructose 1,6-bisphosphate et de dihydroxyétone phosphate. Donc cet item, il est faux, car la quatrième étape, c'est le clivage du fructose 1,6-biphosphate en dihydroxyacétone phosphate et en glycéraldéhyde 3-phosphate par l'aldolase. Et cette réaction, elle est réversible. Attention à ne pas confondre justement avec l'item B où la troisième étape, elle est irréversible. L'item B, il est vrai. En effet, la cinquième étape, elle est catalysée par la triose phosphate isomérase et correspond à l'interconversion réversible de la DHAP, glycéraldéhyde 3-phosphate. Et enfin, l'item E, il est vrai, un déficit en pyruvate kinase diminue l'ATP des globules rouges, qui sont alors dépourvus de mitochondries. Ils dépendent de la glycolyse anaérobie, ce qui les fragilise et entraîne une anémie hémolytique chronique. Donc on va passer à la correction de la quatrième question. Donc pour la quatrième question, ces glucides, il faut vraiment les apprendre. Je vous ai mis dans le corrigé détaillé un tableau avec tout le récapitulatif de quel glucide est où, quel glucide est dans le rein, quel glucide est dans le foie, quel glucide est dans le cerveau. Donc ça, c'est vraiment un tableau qu'il faut apprendre, car parfois le prof fait en cours des questions à la fin du cours et il parle de ces items-là. Donc c'est vraiment à ne pas négliger ce tableau. Tout comme la question numéro 5, où ces exemples de molécules qui donnent, il y en a 5 ou 6, il faut vraiment tous les connaître. Tous les connaître et surtout ne pas les confondre. Par exemple, dans l'item 5, c'est la D qui est fausse, car il ne s'agit pas en effet du mannose, mais du glucose. Mais pour ces deux questions, il y a vraiment deux tableaux, un tableau pour la quatrième question et 5 ou 6 molécules chimiques à apprendre pour la cinquième question. Vraiment, apprenez-les, c'est très important, ça peut tomber au concours. Donc on va passer maintenant directement à la sixième question. La combinaison, c'était B, C, D, E. La A, attention, piège récurrent, un peu méchant. Et il peut faire le piège, le prof, à ne pas confondre l'alpha linoléique, qui fait lui partie de la série des oméga 6, et l'alpha linolénique, qui fait lui partie de la série des acides gras oméga 3. Donc ici, on a linoléique qui représente C18,2. L'item A est donc faux. L'item B, c'est exactement ce qui est écrit dans votre cours. C18,3, 3 doubles liaisons, 9, 12, 15, octa, déca, triénoïque, octa 8, déca 18, triénoïque, 3 doubles liaisons, 9, 12 et 15. Pour l'item C, il était vrai. Donc en effet, écosapentanoïque, on a le C25, donc 9, 12, 15, 18, 15, 18, 21, qui est le précurseur de certains écosanoïdes comme certaines prostaglandines de type 3. Donc l'item D, il est vrai.
car justement le DHA en particulier participe au développement rétinien et cérébral, particulièrement représenté dans les membranes des cellules de la rétine et des neurones, où il joue un rôle essentiel. Et enfin, l'item 2, les acides gras sont abondants dans les algues. Les algues, ils sont riches en oméga 3. C'est pour ça qu'ils sont consommés par les poissons. C'est pour ça qu'ils sont consommés par les poissons et que les poissons sont riches. On va passer maintenant à la question 7. Donc la combinaison c'est BCD. L'acide myristique est un acide gras insaturé à 14 carbone pour l'item A. 14 carbone, c'est vrai, mais l'acide myristique, attention, ce n'est pas un acide gras insaturé. Il faut bien faire la différence entre acide gras insaturé et les acides gras saturés. Donc l'acide myristique, c'est un acide gras saturé. Pour l'item B, il est vrai, c'est écrit dans votre cours, les prostaglandines sont produites à partir d'acides gras polyinsaturés grâce justement au cyclooxygénase. Pareil pour l'item C. Ça, je vous conseille en fait pour cette partie du cours de vous faire un grand tableau d'une partie les acides gras insaturés avec une partie les acides gras saturés pour ne pas vous embrouiller entre les deux. Avec ceux qui dérivent d'un et ceux qui dérivent des autres, les lipides simples, les lipides complexes. Je vous conseille de faire un tableau lipides simples, lipides complexes, un tableau acides gras insaturés, acides gras saturés. Donc après pour l'item D, pardon, il est vrai. Donc encore une fois, les séries. Les séries, vraiment, c'est vraiment important à savoir. Série oméga 3 et série oméga 6. Donc C25, 5, 8, 11, 14, 17. Pour vous en rappeler, vous faites le nombre de carbone moins la dernière liaison. Donc ici, 20 moins 17, ça fait 3. Donc C25, il est de la série oméga 3. Tout à l'heure, on a dit l'alpha-linolénique. C18, 3. Donc 9, 12, 15. 18 moins 15, ça fait oméga 3. Linoléique, c'est 18, 2. 9, 12. 18 moins 12, oméga 6. Ok ? Donc ça, c'est une technique pour jamais vous embrouiller et toujours retrouver de quelle série est l'acide gras. Donc, et pour l'item E, la sphagonisine est un acide gras monoinsaturé à 18 carbone. Ça n'a justement aucun rapport. La sphingosine fait, elle, pas partie des lipides simples, mais elle fait partie des lipides complexes, de la famille des sphingolipides. Les acides gras monoinsaturés sont les acides palmitoléiques et les acides oléiques. Ok ? Donc BCD. Passons à la 8e question maintenant. Donc pour cette question, la combinaison était CDE. Donc pour l'item A, piège classique, les VLDL sont produits par les entérocytes. Non, ce n'est pas les VLDL qui sont produits par les entérocytes, mais les kilomicrons qui sont produits par les entérocytes. Les VLDL, eux, sont produits par les hépatocytes. Pour l'item B, la CETP permet le transfert d'ApoC2 des HDL vers les VLDL et le kilomicron. Faux. Attention, cette partie du cours, elle concerne les HDL, qui au contact d'autres lipoprotéines peuvent faire plusieurs échanges, qui peuvent justement concerner à la fois les protéines et les lipides. Pour les protéines, les HDL vont céder de l'ApoC2 au kilomicron et au VLDL. Mais attention, pour les lipides, les HDL en circulation peuvent céder une partie de leur cholestérol estérifié au VLDL et au LDL sous l'action de la CETP, qui est la protéine de transfert des esters de cholestérol. Donc la CETP, ça transfère le cholestérol. On est dans les lipides. Ça n'a aucun rapport avec l'ApoC2 qui, elle, est une protéine. D'où d'ailleurs l'idée d'inhiber la CETP. Donc l'item C,
Cet item, il est vrai. Il faut faire attention de bien comprendre cette partie du cours sur les LDL et HDL. En effet, quand on a une augmentation de la concentration du cholestérol intracellulaire, ça inhibe la synthèse et le recyclage des récepteurs au LDL. Donc on a une accumulation de cholestérol qui provient des LDL dans le sang. Le cholestérol des LDL qui est un mauvais cholestérol. Donc c'est pas bon pour la santé. Donc l'item D, maintenant. Donc ça, encore une fois, c'est la différence à faire et les LDL. Dans la circulation, justement, on va faire un petit résumé sur ce cours. Il y a deux particules qui sont riches en cholestérol estérifié, les LDL et les HDL. Ces deux particules ont des voies métaboliquement totalement opposées. Les LDL, ils amènent le cholestérol estérifié aux cellules. Et les HDL, ils assurent la voie de retour du cholestérol vers le foie pour l'éliminer. Donc, bien comprendre cette partie et faire bien la différence entre les LDL et les HDL. Pour l'item E, en effet, l'acétyl-CoA, cholestérol acétyltransférase, c'est une enzyme qui catalyse l'estérification du cholestérol libre en cholestérol estérifié, notamment pour les LDL. Passons maintenant à la question 9. Question 9, nous avons que l'item A qui était vrai. Donc, l'item A, ça concerne justement la structure générale d'une lipoprotéine, qui est lipides plus protéines. Donc, au centre, qu'est-ce qu'on a? Au centre, on a les lipides hydrophobes, qui sont les triglycérides, et le cholestérol estérifié. Et en périphérie, on a la protéine, qui est pareil que l'apoprotéine, du coup, plus les molécules lipides amphiphiles, phospholipides et le cholestérol libre. Attention, on va faire la différence entre estérifié et libre. L'item B, piège vraiment très classique, confondre les LDL et les HDL. C'est les HDL qui sont les plus petites et les plus denses des lipoprotéines. Pour l'item C, il est faux. Attention, ça aussi, piège que le prof aime vraiment faire. Il faut faire vraiment attention à ce piège. PCSK9 ne favorise pas le recyclage des LDL. Justement, il fait l'inverse. On se retrouve donc avec une accumulation de LDL dans le sang, ce qui est délétère pour la santé, d'où, comme évoqué dans le cours, la sortie de médicaments anti-PCSK9 pour l'inhiber et ainsi favoriser le recyclage des récepteurs de LDL et pour l'éliminer avec l'HDL au niveau du foie. Donc cet item était faux. Et l'item D, piège vraiment très classique, je vous conseille d'apprendre la liste des apoprotéines pour chaque lipide. Les VLDL, ils contiennent de l'apobescent, ApoA2, apobescent, ApoE et ApoC2. Et pour l'item E, ce n'est pas les macrophages, ils captent pas les HDL, mais les LDL. Attention, attention. Passons maintenant à la question 10. Question 10, item DE. Qui était vrai. Donc pour l'item A, toutes les enzymes sont des protéines. Je tiens à faire une grosse parenthèse sur cet item, car le prof insiste vraiment beaucoup en cours. Même s'il a été modifié cette année, le pourcentage qui est passé de 95 à 99%, il insiste bien sur le fait qu'au concours, si on vous dit que toutes les enzymes sont de protéines, ce sera faux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les ribozymes qui proviennent des acides nucléiques qui sont appelés ribozymes. Donc toutes les enzymes ne sont pas des protéines. 3/4 oui des enzymes sont des protéines, mais pas tous. Donc c'est faux. Passons à l'item B. L'effet global d'une enzyme est l'accélération de la conversion de substrat en produit et subit plusieurs modifications au cours de la réaction. Attention, ça aussi c'est vraiment un piège
méchant, mais attention avec Lucien Wafik, il faut vraiment pointer chaque mot de chaque item. Chaque mot de chaque item. Parce qu'il fait des pièges, souvent des phrases à rallonge. Et on ne voit pas forcément le piège sur le mot. Ici, c'est que l'enzyme, elle ne subit aucune modification au cours de sa réaction. Donc, il était faux. Item C, attention, tout comme les enzymes, les holoenzymes ne sont pas purement protéiques. Ils ont une partie aussi nucléique. La D, c'est votre première phrase du cours. Ces phrases, c'est vraiment basique. Elles sont faciles. Dès qu'on a un item comme ça, il ne faut pas louper. Il faut pas louper le point. Il faut vraiment apprendre ces phrases parce que sont vraiment très importantes. Tout comme pour la E, qui est les coenzymes qui dérivent pour la plupart des vitamines. C'est vraiment très très important ces phrases parce qu'en enzymo, les items ils sont relativement durs. Et si on arrive à choper quelques items faciles comme ça, c'est toujours bon à prendre. Donc passons maintenant à la question 11. La question 11, attention. En effet, la PAM elle a deux activités. Une activité lyase et une activité monooxygénase. Mais on a d'abord l'activité monooxygénase, puis ensuite l'activité lyase. Attention à bien comprendre justement ce déroulement des étapes et à ne pas confondre monooxygénase, lyase et quelle activité précède l'autre. Après l'item B, attention la glycine, elle est toujours en position C terminale. Ça, faut vraiment le connaître. La PAM, comme vous savez, c'est Lucine qui l'a trouvé. Et c'est vraiment relativement important de connaître bien cette partie du cours. L'item C, c'est... L'item C, il est vrai. Franchement, c'est texte court. Faut bien apprendre, comme je vous ai dit, ces phrases très très courtes et qui sont très faciles à voir, qui sont vraies ou qui sont fausses. C'est des items vraiment qui sont faciles à prendre et il ne faut pas les louper. Donc l'item D. Encore une fois, cet item il est vrai. Il n'y a pas forcément de choses à relever sur cet item. Il faut vraiment que vous appreniez toutes ces petites phrases et en particulier, comme je l'ai dit, la partie sur la pomme. Pareil pour la E. Passons maintenant à la question 13. La combinaison était ABE. Donc pour l'item A, en effet, les peptides obtenus après justement cette réaction d'amination où on a fait l'activité monooxygénase, l'activité lyase, on a à la fin un peptide avec une charge positive en C terminal à pH physiologique. Donc comme on l'a dit depuis tout à l'heure pour l'item B, cette réaction elle se déroule en deux étapes. Pour l'item C, attention. Piège très très subtil. Comme on a vu, l'extrémité C terminale, elle est coupée. Comme on l'a dit précédemment, qu'est-ce qu'on a à l'extrémité terminale? On a une glycine. Donc comme elle est coupée, on peut avoir une glycine. Bien sûr qu'on peut avoir une glycine. Bien sûr qu'il peut avoir une glycine. Mais ce n'est pas toujours une glycine aminée. Ça peut être n'importe quel acide aminé, puisque l'extrémité C terminale, elle est coupée. Donc ça peut être alanine, valine, leucine, isoleucine, n'importe quel acide aminé. Pour l'item D, attention, ce n'est pas la vitamine K qui facilite la réaction, mais la vitamine C. Et pour l'item E, en effet, l'amination du CRF est nécessaire pour que cette réaction soit pleinement fonctionnelle. Donc passons maintenant à la question 14 avec comme combinaison A, B et D. La A, elle est vraie. Donc c'est vraiment, encore une fois, ces phrases
Ils subissent des modifications protéolytiques et non protéolytiques. Donc pour l'item B, on a deux gènes. L'épissage alternatif du transcrit primaire pré-ARN du récepteur de la prolactine est à l'origine des différentes formes de récepteurs de la prolactine.